Maurice Aymard, vous êtes l'ancien administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous aviez été le collaborateur très proche de Fernand Braudel. Et on peut dire aussi que même si Lévi-Strauss, qui vient malheureusement de nous quitter, n'est pas intervenu directement dans la création de la Maison des Sciences de l'Homme, on peut dire que malgré tout, d'une certaine façon, la maison lui doit aussi quelque chose, au moins dans l'inspiration, et sans doute par le rapport que Braudel a pu avoir avec Lévi-Strauss, les deux grandes figures quand même de sciences humaines françaises contemporaines, l'un dans l'histoire et l'autre dans l'anthropologie. Oui, ils n'ont pas été seuls, puisqu'en fait on a pu parler pour la seconde moitié du XXe siècle de la grande apogée des sciences sociales et humaines, et à la limite presque définir le XXe siècle comme ayant été le siècle des sciences sociales. Alors effectivement, le couple, les deux personnages, Lévi-Strauss et Braudel, ont été des personnages à la fois associés et complémentaires. Associés puisqu'ils se sont connus à São Paulo, dans cette mission scientifique française qui allait constituer le noyau initial de la grande université de São Paulo dans les années 30. Lévi-Strauss y était arrivé tout jeune en 1934 et Braudel, qui est de 6 ans son aîné, est né en 1902, Lévi-Strauss en 1908, Braudel y arrive au printemps 1935 et va y passer 3 années d'enseignement. Donc, de ce point de vue-là, ils sont associés. Mais ils sont aussi complémentaires dans la mesure où, dans la France de l'immédiate après-guerre, dans le champ des sciences sociales et humaines qui est en train de se constituer, transformant de l'intérieur le système universitaire, Lévi-Strauss incarne l'anthropologie dans sa forme la plus conquérante et à la limite impériale ou impérialiste, et Braudel va incarner l'histoire, cette fois-ci une histoire différente qui propose d'autres ambitions pour un grand projet historiographique d'écriture du passé et de compréhension du monde contemporain. Et ça, c'est le grand projet braudélien dans lequel il va reprendre et se réapproprier l'héritage de Lucien Febvre et de Marc Bloch pour bâtir quelque chose de différent. Alors, de ce point de vue-là, ils sont complémentaires. Chacun voulant un petit peu tirer à lui l'ensemble des sciences sociales. Bien sûr, ils sont complémentaires et un peu, pas dire rivaux, mais ils représentent à eux deux les deux disciplines qui finalement vont s'affirmer comme dominantes face à l'économie qui aurait été la troisième, mais l'économie d'une certaine façon est en train va faire le choix des mathématiques comme partenaire privilégié et va faire aussi le choix de devenir la conseillère des princes, c'est-à-dire des gouvernements, comme choix stratégique. Tandis que le choix des historiens, comme celui des anthropologues, est un choix différent de jouer la totalité des sciences humaines ensemble, avec l'idée que l'anthropologie fournit un modèle, notamment dans sa dimension structurale, et que l'histoire fournit un autre modèle, un modèle à la fois différent, complémentaire, et surtout fondé sur un rapport au temps, un rapport au passé, qui s'écarte sur un certain nombre de points fondamentaux de celui de l'anthropologie. Mais si je dois dire les choses dans toute ma génération, puisque j'appartiens à une génération ultérieure, et dans la génération qui a suivi, il y a peu de personnes dans le champ des sciences humaines et sociales qui n'aient pas lu et Lévi-Strauss et Braudel, et qui n'étaient pas
qui n'ait pas été influencé et par l'un et par l'autre. Et les deux avaient cette volonté de considérer les choses de façon globale. Il y avait la globalité qui était au cœur de leur méthode, en Bien quelque sûr. sorte. Mais, bon, effectivement, leur différence de point de vue, c'est que cette globalité, Lévi-Strauss va, au moins au départ, la situer dans un temps des sociétés qui est celui des origines, comme si tout s'était joué au départ, et l'histoire n'aurait été qu'un développement de ce qui était compris dans le point de départ. Et pour Braudel, au contraire, l'histoire sert, comme l'histoire du passé, et d'un passé qui remonte très loin, sert à comprendre le présent et jusqu'à un certain point à, non pas à prédire, mais à préfigurer, à comprendre, à deviner ce qui peut se passer dans l'avenir proche ou un peu plus lointain. En tout cas, prendre ses distances par rapport au présent pour regarder plus loin. Mais alors, quelle était, puisque c'est quand même aujourd'hui on parle un peu plus particulièrement de Lévi-Strauss, quelle influence a pu avoir, même si l'influence était réciproque, l'influence de Lévi-Strauss sur Braudel, sur comment Braudel a pu percevoir la Méditerranée presque à travers le contact, en tout cas, qu'il a eu avec Lévi-Strauss. Je pense qu'il faut prendre l'histoire, leur rapport à deux moments différents. Bon, incontestablement, quand ils se retrouvent à São Paulo, ils sont un petit groupe de jeunes chercheurs considérés comme brillants, mais qui, dans l'université de l'entre-deux-guerres, n'ont pas trouvé leur place, parce que tous les postes vacants ont été pourvus en 1919-1920 par ceux qui avaient survécu au grand massacre de 14-18, et les places sont prises. Et pour les jeunes agrégés de philosophie, d'histoire ou d'autres disciplines, il était difficile de trouver son chemin. Et São Paulo a été un de ces lieux où le gouvernement français, le ministère français, a choisi ceux qu'on considérait comme les plus brillants pour les envoyer enseigner. Et incontestablement, là, au milieu des années 30, Braudel et Lévi-Strauss sont considérés comme étant destinés à un grand avenir. Et donc, il y a certainement un lien intellectuel, mais sur lequel on sait finalement peu de choses. Parce que d'un côté, Braudel n'a pas laissé de souvenirs sur cette période, en tout cas sur l'environnement. Il a dit ce que le Brésil avait marqué pour lui. Et Lévi-Strauss, on a un texte de lui, de 85, au moment justement de son discours pour la remise de l'épée d'académicien à Braudel, Lévi-Strauss a évoqué le rapport en termes amicaux, comment il s'était connu. Et puis si on se place 20 ans après, on a un autre point de repère, qui est justement l'article de Braudel sur la longue durée, qui est publié à la fin de 1958, juste un an et demi après que Braudel ait pris la direction de la 6e section. Et d'un côté, Braudel trace une stratégie globale pour les sciences sociales et humaines. Il définit une place pour l'histoire qui peut apporter à toutes les autres disciplines cette dimension du temps long qui leur manque. Mais il trouve aussi celui qui devient son ennemi intime, si l'on peut dire, son frère ennemi, c'est l'anthropologie de Lévi-Strauss. On peut dire que l'article de Braudel est écrit contre deux adversaires. Un qui a perdu d'avance, c'est l'histoire événementielle, personne ne la défend. Lévi-Strauss la défendra ou prétendra la récupérer dans son deuxième texte appelé Histoire ethnologique, et la conférence par bloc de 1983, qui a été publiée dans les Annales. Mais en gros, l'histoire événementielle, en 1958, c'est un adversaire faible, considéré comme condamné.
Mais le deuxième adversaire, et le grand adversaire intellectuel, celui que d'ailleurs que Braudel choisit comme adversaire pour dire le plus brillant en face de moi, c'est Lévi-Strauss qui donne la formulation la plus intelligente. Et c'est intéressant de voir comment Braudel résume le débat en disant Lévi-Strauss, c'est l'histoire immobile et l'histoire de longue durée que je défends comme historien, c'est une histoire quasi-immobile, entendant une histoire où derrière les apparences de la continuité, de la reproduction à l'identique, il y a toujours une dimension de changement, même si ce changement est infinitésimal. Et c'est un peu le fond de leur opposition à l'époque. À l'époque, c'est ça. À l'époque. Parce que ce débat précède de 10 ans la grande rencontre qui se fait entre l'anthropologie et l'histoire à la fin des années 60, autour de 1968. L'histoire jusqu'ici avait eu comme partenaire privilégié l'économie. C'était dans la génération de Braudel, l'histoire économique, l'histoire quantitative qui avait dominé. Les économistes de la fin des années 60 cessent de s'intéresser à l'histoire, ne demandent plus rien aux historiens. Et les historiens trouvent dans l'anthropologie un allié, un partenaire qui vient occuper la place comme partenaire immédiat qui avait été celle de l'économie jusqu'ici. Une méthode aussi en particulier. À la fois, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est-à-dire d'un côté, il y a plusieurs choses qui se jouent ensemble. D'un côté, un élargissement du champ des problèmes posés. Les historiens s'étaient intéressés à la démographie historique, ils ne s'étaient que très peu occupés de la famille, et encore moins de la parenté. Ils ne s'étaient pas occupés des mythes, des croyances, des religions, de l'écologie même. D'écologie, si, à travers la géographie. À travers, ils s'en étaient occupés, et d'ailleurs, Braudel propose les 3 disciplines communes, si vous voulez, pour les sciences humaines, pourraient être les mathématiques d'un côté, et c'est la dimension de formalisation mathématique qui compte, l'histoire, c'est-à-dire la dimension temporelle, et il dit la géographie, ou plutôt l'écologie, qui représenterait la dimension spatiale de l'insertion des sociétés humaines dans un milieu physique et humanisé. Alors les historiens vont apprendre de l'anthropologie, vont apprendre un élargissement extraordinaire de leur questionnement, de leur champ d'intérêt. Ils vont apprendre, bien entendu, un élargissement des sources. Il n'y a pas que les sources écrites. Et il y a une façon différente de lire les sources écrites, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles ne disent pas. Et ils vont apprendre aussi une autre façon de raisonner. On peut dire que l'histoire des années 70 a été transformée de l'intérieur par cette rencontre avec l'anthropologie, dont ils ont au total beaucoup appris. On a parlé d'anthropologie historique comme étant une discipline en soi. Bon, c'est vrai et c'est faux. Tous les historiens sont devenus pro-anthropologues. Les historiens de ma génération ne savaient pas, n'avaient jamais appris comme étudiants ce qu'étaient des cousins croisés, des cousins et des cousins parallèles. Toute la terminologie de la parenté est devenue une espèce de bagage nécessaire dont il ne pouvait absolument pas se passer. Et par derrière, ce qu'on peut dire, la grande époque de l'histoire des mentalités, à la limite, c'est bien de l'anthropologie qu'ils ont tiré cette dimension la dimension de l'histoire des mentalités, définie contre l'histoire économique braudélienne comme étant l'histoire, la véritable histoire de longue durée,
toujours quasi-immobile, mais encore plus lente à changer que les autres. Je rappelle la formule de Le Goff, les automobilistes que nous sommes continuent à parler un langage de cavalier. Vous disiez que, j'ai cru comprendre aussi que quand on disait à Braudel que le Brésil était encore à l'âge du Moyen-Âge. Il disait, oui, c'est le Moyen-Âge, mais avec des automobiles Ford. Mais il est intéressant aussi, si on peut penser à ça, de voir à quel point le Brésil a marqué l'un et l'autre. Simplement, ils n'y ont pas pris la même chose. Lévi-Strauss y a trouvé ses terrains privilégiés, ses terrains d'enquête, ses terrains d'études. Braudel a été au contraire séduit par la modernité du Brésil. Je dirais, il a écrit lui-même, j'ai vraiment compris la Méditerranée depuis le Brésil. Et ceci pour deux raisons. D'un côté, il y a découvert la capacité des Méditerranéens de la fin du XVe et du XVIe siècle, c'est-à-dire des Portugais, des Espagnols, des Génois, la capacité à construire un espace maritime navigué avec ses routes dans l'Atlantique central et dans l'Atlantique méridional. Donc, coup de génie des Méditerranéens qui, loin d'être sur le déclin, comme on voulait le dire, étaient parmi les principaux acteurs de cette transformation fondamentale du monde, de cet élargissement, la création d'un espace maritime nouveau. Et puis, deuxième élément qui frappe beaucoup Braudel dans le Brésil des années 30, c'est ces extraordinaires capacités de métissage, c'est-à-dire de fusion entre des courants migratoires différents, entre population blanche et population noire, entre aussi des populations on peut dire précolombiennes, mais enfin antérieures à l'arrivée des Européens, et avec l'idée pour lui, c'est que le Brésil, tel qu'il le découvre au milieu des années 30, est en train de réussir par le métissage et par la dynamique proprement dite sociale, économique, démographique et culturelle, est en train de réussir ce que la France n'a pas réussi à faire en Algérie. Alors, pour terminer, on voit bien que les sciences sociales, pas seulement françaises, mais visiblement mondiales, ont bénéficié énormément de ce dialogue qu'il y a eu entre les deux hommes, chacun avec son caractère fort, mais toujours avec une forme d'humour toujours qui était présente, je crois. Mais est-ce que ce dialogue, est-ce qu'il s'est passé par la parole, ou est-ce qu'il s'est passé essentiellement par les livres, ou est-ce qu'il y avait justement Je dirais les deux. Il faut bien voir que nous avons... Maurice Aymard, la technique n'était pas nécessairement ce que Lévi-Strauss aimait le plus. Et hier, comme par hasard, elle nous a fait un petit peu défaut. Donc on va terminer notre discussion d'hier. Et c'était terminé par la question un petit peu de relation personnelle que deux intellectuels de la stature de Lévi-Strauss et de Braudel pouvaient entretenir. Est-ce qu'il y avait, en dehors des discussions qu'on pouvait avoir pratiquement par article ou livre, on pouvait aussi avoir des discussions par la parole, dans des séminaires? Est-ce qu'il y avait une possibilité de travail en commun? Comment ça se passait aujourd'hui, où on sait que les choses ont sans doute évolué, mais voilà. Je vais vous dire tout de suite que je ne le sais que de seconde main. Tout ce que je sais, c'est que les formes de la sociabilité dans nos milieux scientifiques, les formes de l'échange intellectuel, ont très fortement changé au cours des 30 ou 40 dernières années. Braudel et Lévi-Strauss appartiennent tous les deux à une génération née avec le début du siècle et qui a vécu selon certaines normes où on se recevait peu à déjeuner ou à dîner, où les formes de rencontre étaient plus formelles. Je ne pense même pas que
que Braudel et Lévi-Strauss se tutoyaient, même s'ils s'étaient connus relativement jeunes. Mais Marc Bloch faisait remarquer à Lucien Febvre, lui aussi, à la veille de la guerre, qu'entre eux non plus, le tutoiement ne s'était pas établi alors qu'ils étaient deux camarades d'école normale. Alors que dire? Je connais mieux le versant Braudel que le versant Lévi-Strauss. Braudel était un homme qui cherchait le contact avec les gens de sa génération, de son niveau dans les autres disciplines. Il a ainsi un dialogue avec Gurevitch en sociologie, un dialogue avec François Pérou en économie, etc., etc., etc. C'est une chose qu'il a recherchée. Je ne sais pas à quelle forme réellement a pris son dialogue avec Lévi-Strauss. Braudel fonctionnait essentiellement par le téléphone. C'était un homme de longues conversations téléphoniques. Je ne sais pas du tout comment était Lévi-Strauss. A priori, je l'imagine plus méfiant et plus distant par rapport à l'usage des téléphones. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ces aspects matériels qui ont leur importance, les conditions techniques de la discussion, ils se sont l'un et l'autre respectés, on va dire les décisions importantes supposaient une consultation. Est-ce qu'ils ont pu aller réellement, est-ce qu'ils ont créé l'occasion d'aller réellement au-delà de cet enregistrement de leurs différences que j'ai évoqué hier à propos de l'article sur la longue durée? Très franchement, je n'en sais rien. Mais il est sûr tout de même que d'une certaine façon, l'article, la conférence de 1983, publiée ensuite dans les Annales, la conférence Marc Bloch de Lévi-Strauss, est une forme de réponse au Braudel de la longue durée. Il lui répond sur le fond, disons que au fond, il y a eu pas un mauvais procès, mais une incompréhension relative de la position des deux disciplines, et il trouve le mot de la fin pour dire que, y compris pour l'histoire événementielle, que 30 ans plus tôt, Lévi-Strauss considérait comme marginal, y compris pour l'histoire événementielle, l'anthropologie pouvait apporter quelque chose. Alors évidemment, ce sont des règles, des systèmes de communication intellectuelle très différents de ceux que nous avons pris l'habitude de vivre, où nos séminaires, nos rencontres, nos débats sont devenus beaucoup plus fréquents et parfois beaucoup plus approfondis. Est-ce que nous travaillons mieux que nos prédécesseurs? Je n'en suis pas forcément sûr. Et je pense qu'en préservant chacun d'eux leur quant à soi, Lévi-Strauss et Braudel n'ont pas forcément eu tort. Voilà. Bon, écoutez, Maurice Aymard, je vous remercie. Je crois on s'est lancé davantage sur l'ambiance qui pouvait régner à ce moment-là, cette ambiance particulièrement créative pour les sciences sociales. Merci beaucoup. Merci.